Chers auditeurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Je reviens vers vous, Macandal, animateur de sciences politiques Bocaï, du pôle de recherche Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Sur la base des travaux que nous effectuons justement en matière de culture, de recherche au plan civilisationnel, nous avons pensé revenir vers vous dans le cadre de Sciences politiques Bocaï pour progressivement aborder nos travaux sur ce que nous appelons introduction à la culture, à la civilisation, sur la base de notre culture ancestrale. Ce sont des éléments qui, pour nous, sont fondamentaux pour la refondation du droit, et je crois que cette question intéresse particulièrement les juristes, les idéologues, parce que justement, si nous devons construire un État, nous devons baser notre État sur une orientation civilisationnelle. Nous avons tout un patrimoine de penseurs, de philosophes, de chercheurs antérieurs, caribéens, martiniquais, guadeloupéens, guyanais et autres insulaires qui nous ont mis sur un sillon, une voie dans laquelle nous devons causer. Donc, dans le cadre de notre travail, je vous présente toujours ce journal Code Nambi, Sciences politiques Bocaï, qui fait partie de cette démarche de recherche pour une définition, une recherche concernant des orientations en matière de civilisation, de culture et d'identité qui consistera à ce que nous appelons notre laboratoire culturel de recherche en matière civilisationnelle. Ce travail a déjà commencé. Et donc, nous avons quelques pistes à explorer. Et surtout, dans cette réflexion, je vous dirais que nous avons des personnalités qui sont comme nous dans une démarche de recherche sur le plan de la civilisation. Qu'est-ce que c'est que la civilisation caribéenne, la civilisation martiniquaise? Sur quoi nous allons nous appuyer pour élaborer un droit, une législation, sachant que le droit français ou européen prend ses racines dans la common law, dans le droit canonique occidental français, et aussi dans les traditions et coutumes des peuples français, bretons, corses, différents peuples qui, de par leurs réalités civilisationnelles qui ne sont pas les nôtres, ont créé les conditions pour l'élaboration d'un droit. En effet, cette question est très importante parce que dans cette démarche où nous devrions avoir une unité politique dans la recherche de l'orientation civilisationnelle, eh bien, nous avons différents acteurs qui sont orientés dans la même recherche dans cette problématique civilisationnelle martiniquaise, guadeloupéenne, je veux dire caribéenne, mais je m'intéresserai davantage à parler de la Martinique, cette recherche au niveau martiniquaise où nous avons différents acteurs. Je vais parler du docteur Monotoka, qui est un avocat, qui vient en fait d'une université française,
pour ne pas la nommer, une université française où il y a un certain nombre d'intellectuels, spécifiquement des égyptianistes, qui, dans le cadre de leur cercle Africamat, ont élaboré un certain nombre de travaux. Je parle de l'université de Poitiers. Et donc, Dominique Monotuka est issu de cette filiation et intervenu à un moment donné en Martinique, il n'y a pas trop longtemps, a commencé un certain nombre de travaux, plusieurs ouvrages, dont je peux citer Ne m'appelez pas créole, un autre ouvrage parlant de l'égalité spécificité juridique, et un autre ouvrage parlant du Code noir, et un autre ouvrage beaucoup plus ancien qui parle de l'antériorité des civilisations nègres. Nous avons aussi un autre chercheur, Omotunde, dans la même filiation de Africamat, qui présente un certain nombre de travaux, et quelle que soit la valeur de ces recherches, de ces postulats, nous pensons, en tant que nationalistes martiniquais, que toute recherche civilisationnelle ou juridique qui ne tient pas compte de la nécessité du combat patriotique, du combat nationaliste, tout concept qui s'oriente dans cette direction en négligeant cet aspect fondamental de la lutte pour la décolonisation à travers un mouvement qui fait fi de ces fondamentaux, tout mouvement de ce genre est susceptible de faire fausse route. Parce que, effectivement, nous avons parlé des orientations racialistes qui ne tiennent pas compte véritablement de la réalité, du ciment patriotique et de la nécessité de l'unité, et surtout à un moment donné où le mouvement ouvrier a subi des chocs, des contre-coups, à savoir un vide qui n'est pas permis, que le mouvement de libération nationale ne peut pas permettre à des orientations racialistes, surtout qui ne sont pas imprégnés des fondamentaux concernant la lutte et le mouvement de libération et l'aboutissement de la création d'une société, d'un État-nation. Donc le mouvement de libération ne peut pas permettre à des orientations évasives d'occuper le terrain du mouvement ouvrier. Je pense que, contrairement, sans être en contradiction avec Dominique Monotuka et Omotunde sur la question égyptienne, je pense qu'il y a un désaccord, un malentendu sur les conditions d'application de la recherche concernant l'élaboration des éléments qui vont nous permettre de travailler pour reconstituer à partir du terroir martiniquais et guadeloupéen les éléments qui constituent les matériaux à nos dispositions que nous pouvons trouver, mais qui sont matérialisés dans la vie même de nos populations en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et que il est beaucoup plus facile
de recueillir, de s'inspirer, de travailler sur les matériaux que nous avons et surtout du véhicule de la langue kaoukérienne avec le K, qui est donc la langue martiniquaise, qui puisse être un véhicule de recherche, un véhicule comme l'outil de l'archéologue qui effectue des fouilles pour justement trouver les éléments de sa recherche à travers des excavations pour essayer de remonter l'origine des civilisations. Donc aujourd'hui, je dis que nous n'avons pas besoin d'apprendre la langue égyptienne. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, préoccupés par un combat existentiel, un combat vital pour notre survie, le mouvement de libération a des priorités. Nous avons déjà une obligation d'explorer les richesses au niveau étymologique, au niveau de la grammaire, au niveau de la syntaxe de notre langue, la langue kaoukérienne, la langue K, la langue martiniquaise, et que ce serait un grand retard sur nos efforts de reconstruction d'aller chercher la langue égyptienne ancienne, la langue pharaonique, pour essayer d'être un outil de communication. Donc nous allons rester dans ces conditions encore des millénaires à apprendre, à rechercher dans l'égyptianisme, et que de tout ce temps nous n'existerons plus puisque nous sommes confrontés à un génocide par substitution identitaire et culturelle. Il y a fort intérêt que nous puissions élaborer nos fondements pour nous reconstruire et nous libérer. Et comme on dit, c'est une nécessité imminente. C'est pour dire que je vais aborder cette question pour démontrer que l'égyptianisme, bien que nous devons prendre en compte ces données, parce que Cheikh Anta Diop a fait un certain nombre de travaux, je crois, qui ont été aussi déviés, récupérés par des égyptianistes caucasiens, je veux dire occidentaux. Mais nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à l'Égypte ancienne, aux hiéroglyphes, aux sarcophages, aux momies, pour retrouver les éléments de notre civilisation nègre. Et c'est pour cela que nous allons essayer d'introduire, partir sur une introduction, sur des réflexions sur nos coutumes. Nos coutumes, nos cultures plurielles et nos civilisations non européennes d'Afrique comme introduction des fondements ancestraux pour l'élaboration d'un droit, d'un code de la famille, d'une éducation de notre nation, ceci pour couper le cordon d'assimilation français. Et je crois que il est de la compétence et du ressort des instituts d'éducation. Nous avions un début, un point d'ignition avec la création de la MEP. Je rappelle que la MEP, dans son rôle, devait être un contre-pied à l'éducation nationale française pour un travail d'occupation du terrain stratégique pour faire face à l'aliénation de l'éducation nationale. Ce sont des bases qui ont existé, qui encore existent, mais il faut se poser la question, est-ce que la MEP a atteint ses objectifs? Et si la MEP n'a pas atteint ses objectifs, sous le parrainage
bienveillant de Aimé Césaire, eh bien, la MEP, le concept de la MEP doit être poursuivi, élaboré, structuré, organisé pour continuer le travail dans le sens de la culture, de l'éducation, pour créer les conditions d'une offensive stratégique de structure, d'une autre forme d'éducation nationale en mesure de s'opposer à l'éducation coloniale française. D'abord, nous disons que d'après des études que nous avons faites et que nous allons publier, c'est que l'Afrique, la forêt et la campagne, au cœur de la civilisation, aux Antilles-Guyane, je donne là le titre de l'intitulé, le sous-titré de nos recherches sur ce que je viens de développer tout à l'heure pour vous dire que finalement, s'il faut une réflexion sur des coutumes, des cultures, des traditions, des civilisations non européennes d'Afrique qui nous concernent, pour introduire les fondements ancestraux pour l'élaboration de droits, de code de la famille et de l'éducation de notre nation, pour couper le cordon ombilical de l'assimilation française, nous n'avons pas besoin de remonter jusqu'à l'Égypte, puisque nous avons l'Afrique dans la campagne martiniquaise guadeloupéenne, dans la forêt, au cœur, qui est le cœur de la civilisation, notre civilisation ancestrale qui se trouve aux Antilles. Et donc, il faut considérer que nous avons les matériaux vivants beaucoup plus importants que les momies et les hiéroglyphes égyptiennes pour marcher dans le sillon, dans les tranchées de notre culture, afin de nous édifier, nous reconstruire, parce que la campagne antillaise est un relais de notre civilisation millénaire, antique. Je veux dire, civilisation, en ce qui nous concerne, qui est sur deux plans. Et c'est le plan de la transcendance, ce que j'appelle le plan de la transcendance, parce que toutes nos civilisations non européennes, qu'elles soient africaines, amérindiennes, indiennes, les civilisations chinoises, Confucius, etc., elles ont un aspect de la transcendance, c'est-à-dire un aspect métaphysique et un aspect, comment dirais-je, que je peux dire terre à terre pour faire comprendre, en rapport avec la vie de l'humain dans sa société, dans le foyer, dans le village, etc. Et c'est autour du village que naît le foyer de la civilisation, et c'est à partir de là, nous avons les éléments pour essayer de retrouver nos racines, nos sources, et les recherches dans notre propre pays peuvent nous permettre d'accéder à ces matériaux civilisationnels, culturels pour construire notre droit. C'est ce point-là qui nous fait diverger avec les chercheurs d'Africamat qui peuvent commettre la même erreur de ceux qui, en pensant apprendre par exemple l'arabe, aujourd'hui, parce qu'ils sont imprégnés d'une logique communautaire, pouvoir accéder à quelque chose de profond. Non, nous disons que ce qui est profond, il est dans le vivant. Heureusement, nous existons en tant qu'afrogénaires, en tant qu'afro-descendants, et que nous avons peuplé un pays, et nous existons dans ce pays, de par nous, notre dimension culturelle qui a un rapport avec la transcendance, l'immatérialité, la métaphysique et notre vie de tous les jours, ça,
c'est la civilisation africaine que l'on retrouve au Sénégal, que l'on retrouve au Bénin, que l'on retrouve au Soudan, dans n'importe quel pays d'Afrique. Donc nous pouvons, à partir de nos propres matériaux, sans remonter à l'Égypte, pour ne pas tomber dans des travers de conflits, parce qu'effectivement il y a un conflit à travers la posture de Omotunde, de Monotuka, il y a un conflit, parce que effectivement la culture africaine, dans sa diversité, dans sa pluralité civilisationnelle, elle est intégrante, elle est tolérante, et l'expression du panafricanisme est en fait la signification de cette tolérance, de cette diversité africaine, et en fait l'omotundisme ou la doctrine de Monotuka crée une rupture et prépare le terrain aux guerres civiles, aux guerres ethniques, aux conflits, parce que dans leur conception sectaire, il y a une incompatibilité entre les civilisations africaines. Donc il faudrait qu'une civilisation africaine détruise l'autre donc nous sommes dans une logique conflictuelle, une logique de génocide, et c'est pour cela que nous disons que pour écarter ces travers, eh bien nous n'avons pas besoin d'abonder dans l'égyptianisme. Laissons l'égyptianisme aux Égyptiens, et puisque nous sommes afro-génères, afro-descendants, nous sommes caribéens, eh bien nous allons retrouver notre filiation africaine chez nous, en nous, et que la relation avec l'Afrique, ce n'est pas l'océan Atlantique, ce n'est pas qui nous sépare de l'Afrique, parce que dans notre culture africaine, nous avons cet aspect de transcendance qui nous relie à l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que nous parlons justement pour faire face à l'acculturation, à l'assimilation, de créer les conditions d'une remise à niveau des cultures et des civilisations. Nous devons faire une remise à niveau des cultures et des civilisations pour que les Martiniquais s'intègrent aux affinités, aux notions de leur culture, qui ont un aspect communautaire, un aspect sociologique, sociétal, que les sociologues, qui sont des stars, sans les nommer, expriment à leur façon, mais que de par leur culture européenne, ne sont pas imprégnés de l'aspect de la transcendance, de l'aspect mystique, de l'aspect supérieur que contient nos civilisations européennes, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient amérindiennes, qu'elles soient africaines, qui nous relient à la transcendance. Donc voilà la différence entre un africanisme qui développe un mécanisme, un africanisme mécaniste, je veux dire matérialiste, c'est-à-dire qui en quelque sorte que les Occidentaux assimilent très bien, puisque chez eux, avec Champollion, Napoléon, ils ont fait des recherches au niveau de l'égyptianisme et ils nous présentent, eux, en tant que occidentaux égyptianistes, comme les pionniers des chiffres, des hiéroglyphes, etc., etc. Donc, tandis que, loin de la doctrine mécaniste, on peut dire matérialiste, et même monothéistophobe de Motunde et de Monotuka, il y a cette approche réelle de la civilisation africaine qui perdure et qui perdurera à travers les siècles, dans l'éternité, qu'il y a deux aspects. Cet aspect terre-à-terre sociologique de la vie humaine qui est en nous, dans nos campagnes, dans nos mondes, que nous devons découvrir, que nous devons ressusciter, que nous devons revivifier par une réelle initiation africaine, parce qu'en définitive, nous ne sommes pas éloignés de l'Afrique, parce que l'Afrique contient justement culturellement cet aspect de la transcendance auquel nous sommes reliés au-delà de l'Afrique, dans les îles, et c'est ça qui véritablement nous permet de produire, nous devons reproduire de l'africanité. Donc par conséquent, cette question interpelle les juristes,
cette question interpelle nos législateurs parce que faut savoir que les législations européennes sont basées sur le droit canonique, sont basées sur les us et coutumes des Européens, et s'il faut s'imprégner d'une recherche pour élaborer notre propre droit, à partir de notre propre civilisation, nos us et coutumes, nous devons tenir compte de cet aspect, comment dirais-je, spécifique de notre culture non européenne qui nous relie à la transcendance. Quel que soit pour les Amérindiens, les Chinois, les Orientaux, les Africains et tout ça. Donc nous avons une vision cosmogonique diamétralement opposée à la vision occidentale. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être européens. Nous ne pouvons pas être européens, nous ne pouvons pas être français, nous ne pouvons pas être occidental, matérialiste, parce que si nous le sommes, si nous le sommes, c'est que nous intégrons la rupture occidentale avec sa propre civilisation, parce que aussi la civilisation occidentale a des racines et qu'elle s'est coupée de ses racines depuis les déviations opérées par le système maçonnique dans la Révolution française. Donc c'est pour ça que je fais cette introduction et je dirais que l'exemple de la forêt qui est située à proximité du village, la campagne antillaise, les sites des mondes, non loin des bois, de la nature, des habitations, ont été de tout temps la matrice de notre civilisation nègre comme en Afrique. Et c'est un milieu privilégié, de ce milieu privilégié, sont nés des laboratoires culturels qui vont reproduire dans les mêmes conditions africaines notre civilisation martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, etc., etc. Et celle-ci nous nourrit en tant que négro-africains parce que nous sommes habités. Je précise, nous sommes habités. Nous sommes inspirés, nous sommes initiés d'un imaginaire atavique, car c'est l'âme et autant la spiritualité des peuples afro-descendants, afro-génères, comme en Afrique, qui ont forgé notre sagesse. Dans cette sagesse est issu notre droit, le droit, notre législation, notre civilisation, notre savoir, etc., etc. Donc, il est très important de comprendre effectivement que savoir, sagesse et pensée sont liés à cette réalité. Donc, je vais m'arrêter là sur ce point, mais j'avertis le lecteur que nous allons approfondir une question très importante et nous pouvons affronter au niveau idéologique, comment dirais-je, les néo-africanistes qui nous proposent de nous intégrer dans la civilisation égyptienne, d'apprendre la langue égyptienne, alors que nous avons la langue caribéenne, nous avons la langue martiniquaise et nous avons tous les matériaux qui sont les véhicules d'accès à notre civilisation pour édifier un droit basé sur nos valeurs civilisationnelles, culturelles, us et coutumes, etc. Et c'est un apport très riche, très diversifié, apport afro-génère, afro-descendant, amérindien, indien, etc., etc. Donc, à partir de ce point, nous pouvons nous lancer dans la bataille pour jeter les bases de notre civilisation, pour l'élaboration d'un droit à partir de nos us et coutumes, et sur ce plan, nous sommes en contradiction, nous interpellons bien sûr les juristes, qui sont des praticiens du droit, les praticiens de la législation, mais nous faisons un travail pour leur mettre sur quelques pistes de réflexion sur nos coutumes, nos cultures, nos traditions et civilisations non européennes d'Afrique, pour justement trouver les éléments d'introduction des fondements du droit dans notre coutume ancestrale pour élaborer un code de famille et d'éducation de notre nation pour couper le cordon ombilical d'assimilation française. Donc, chers auditeurs, j'ai employé des mots assez simples. C'est pour vous dire que nous avons un travail énorme, un travail formidable qui rentre dans le cadre de Sciences politiques Bocaï, dans le cadre de la recherche,
dans le cadre de l'élaboration et de l'investigation, et nous avons du travail, du boulot pour les chercheurs, les juristes, les législateurs, parce que nous ne pouvons pas édifier une société indépendante, libérée, autodéterminée, si nous n'avons pas nos marqueurs culturels, civilisationnels, identitaires, et justement, si nous n'élaborons pas notre propre législation, nos propres droits. Notre propre droit. Eh bien, chers internautes, bonsoir, bonjour pour ceux qui nous écoutent. Nous vous proposons de revenir sur ce registre parce qu'il est très très important et cela est très pertinent parce que à ce niveau, nous interpellons et nous surprenons des juristes qui sont en train encore dans un balbutiement, ne sachant que nous ne nous basons pas sur le code napoléonien, les investigations des législateurs français. Et je rappelle, pour terminer, que dernièrement, il y a un franc-maçon, un grand maître des loges qui est venu, qui a fait une séance de porte ouverte pour inviter les Martiniquais à entendre les principes de la République française, de la laïcité et tout. Eh bien, nous leur disons qu'en fait, dans les trois couleurs du drapeau noir, rouge, vert, eh bien, comme disent les Haïtiens, nous avons les lois. Nous avons tous les éléments pour l'élaboration de nos lois, du droit, à travers les couleurs de ce drapeau qui cristallise tous les éléments de notre civilisation, de notre coutume, de nos traditions et de notre démarche, révolutionnaire. Et donc, je ne vais pas parler du panafricanisme parce que c'est un mot, mais nous sommes dans une logique de réflexion et nous avons dit aux francs-maçons que votre république, c'est une république européenne. Les principes de cette république, sa constitution, ne nous intéressent pas parce que nous ne sommes pas européens. Nous sommes des non-européens et nous devons justement tirer de nos us et coutumes, de ce drapeau-là, de ces couleurs-là, les éléments pour nous reconstruire. Eh bien, ce monsieur a été très surpris, très étonné, puisque il avait fait une séance de porte ouverte, ce qui est rare dans les loges maçonniques. Je pense qu'ils feront attention actuellement pour ne pas faire des portes ouvertes inopinées, parce qu'ils savent que les nationalistes martiniquais sont bien outillés et bien intellectuellement et civilisationnellement, comment dirais-je, confortés pour défendre leur position et affronter les positions de la République. Parce que ce monsieur disait que je suis chez moi en Martinique, la législation française, c'est cela. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez partir. Donc, vous voyez, c'est cette conception de on peut dire, l'ethno-nationalisme franco-européen qui a alimenté les guerres de conquête, les tentations d'aller civiliser et de christianiser les barbares, qui étaient les peuples non européens parce qu'ils avaient soi-disant pas une âme et que c'était des gens qui devaient être soumis d'une manière ou d'une autre, qui avaient même l'aval des autorités romaines, papales, pour faire ce travail qu'ils ont fait d'aliénation. Donc nous sommes dans une marche, c'est la révolution culturelle, une révolution civique, pacifique, et dans ce cadre-là, nous avons commencé et que nous sommes bien entourés parce que, attention, nous disons que il y a des patriotes francs-maçons qui, comme à Cuba, comme en Chine, ils ont les prérogatives de nationaliser, comment dirais-je, sur le plan de la recherche, sur le plan de la culture, sur le plan de la stratégie des loges existantes. Donc, comme disait Mao, la révolution intègre tout le monde, qu'il soit artiste, qu'il soit écrivain, qu'il soit musicien, etc., etc. Et les francs-maçons nationalistes, c'est pas une question de couleur, les francs-maçons patriotes, eh bien, ils doivent aider la nation à reconstruire des loges réellement nationalistes au service des intérêts de la nation, comme
à Cuba et ailleurs, donc nous n'allons pas détruire les loges, attention. Nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle ceux qui détruisent les monuments comme le lycée Schellcher pour essayer d'éradiquer la mémoire de la négritude, puisqu'on se rappelle que c'est au lycée Schellcher. Nous ne sommes pas des talibans. C'est au lycée Schellcher que les premières plumes du cahier au retour natal ont été, comment dirais-je, ont laissé l'empreinte. Donc, par conséquent, on veut détruire le lycée Schellcher pour détruire la mémoire de notre penseur, notre idéologue. Donc, c'est une démarche talibane. C'est une démarche qui tend à détruire les monuments, pour détruire la pensée unique, pour détruire les symboles. Donc, nous sommes dans une démarche où nos camarades nationalistes francs-maçons, imprégnés de leur sagesse, ils doivent reconstruire les loges pour reconstruire la nation, pour reconstruire la législation, pour reconstruire la civilisation. Nous n'écartons personne et nous ne voulons éliminer aucune chapelle, aucune église, aucun temple. Nous ne sommes pas des éradicateurs. Et voilà cette humanité, cette sagesse africaine qui nous imprègne. Nous avons un travail de reconstruction et de remise à niveau des cultures et des civilisations. Il faut changer l'homme pour changer la société. Merci, chers internautes, chers auditeurs. À la prochaine vidéo sur ce thème, introduction aux fondements ancestraux pour l'élaboration de notre civilisation martiniquaise. Merci.